Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée Appui Livre offerte par Pouce Carré. Je suis la fondatrice de la compagnie Pouce Carré et aujourd'hui, je suis en compagnie de ma partenaire, France-Aimon, qui vous fera un petit salut tout à l'heure, et de Rose Carrière-Degnaud, qui est notre animatrice hors pair qui travaille avec nous depuis le mois d'octobre. D'ailleurs, si vous étiez à la journée Pouce Carré qu'on a tenue la semaine dernière, vous avez eu l'occasion de la voir à l'œuvre. Elle vous a présenté des livres tout l'après-midi. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais vous présenter des livres cet avant-midi. On a 1 heure et quart ensemble pour découvrir les livres de la maison d'édition de Mortagne. Puis, dans un deuxième temps, après la pause du dîner, Rose va vous présenter les livres des éditions Scarab, qui est une maison d'édition là, jumelle avec les éditions ADA. Si vous connaissez l'un ou l'autre, là, vous connaissez les mêmes équipes. Je vais commencer. Je comprends dire que je suis partie tellement vite, puis là, je suis essoufflée. Alors, aussi, je voulais vous dire, peut-être que certaines et certains d'entre vous avez participé à cette journée parce que ma collègue France vous a contacté. Donc, France, si tu veux dire un petit mot, on va pouvoir te voir à l'écran. Je vais juste, toi aussi, t'épingler un instant. Comme ça, les gens pourront te voir. Ben bonjour, merci d'être là en grand nombre et puis je vous souhaite une merveilleuse présentation. Merci beaucoup, au revoir. Alors, je voulais que vous puissiez donc voir France qui travaille au développement pour Pouce Carré. Elle est partenaire de l'entreprise. Puis c'est elle qui est au téléphone, qui appelle dans les écoles, les centres de services, qui fait connaître nos présentations. Ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est une présentation de livres d'une maison d'édition. Alors, ça fait partie de cette partie de notre travail qui est notre travail de représentante. Donc, Pouce Carré, on existe depuis 3 ans et on agit principalement comme représentante en littérature jeunesse. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons, bon an, mal an, 20 à 25 maisons d'édition qui font appel à nos services pour qu'on présente leurs livres dans les milieux scolaires pour que les gens comme vous qui travaillez dans les milieux scolaires dans toute la francophonie canadienne, donc que ce soit au Québec, mais dans toutes les communautés francophones à l'extérieur du Québec et les milieux d'immersion également, pour que vous puissiez découvrir les livres. Il y a des maisons d'édition qui ont des représentants à l'interne. Il y a des maisons d'édition qui ont des services de représentation qui sont faits par les distributeurs aussi. Donc, vous avez peut-être vu déjà d'autres présentations de ce style. Puis il y a des maisons d'édition qui n'avaient pas accès à ce genre de service-là. Alors nous, on est venu offrir ce genre de service pour que vous puissiez bien découvrir les livres. Alors notre objectif, c'est de vous faire découvrir les livres, mais aussi de vous faire découvrir les collections, les séries, pour que dans les prochains mois, les prochaines années, quand vous ayez besoin de tel ou tel type de livre, ben vous sachiez où les trouver dans les différentes maisons d'édition. En plus de notre service de représentation, on fait aussi de la formation sur mesure. Donc, quand on est formatrice, alors là, on n'est pas attaché aux maisons d'édition qu'on représente. On prend des livres là, de notre choix mélangés de toutes les maisons d'édition avec lesquelles on travaille ou non au cours de l'année. On fait aussi de l'animation auprès des jeunes dans le même principe, sans attache de représentation. Et toutes sortes de tâches connexes vraiment plaisantes. On travaille entre autres beaucoup dans le Hors-Québec pour soutenir les gens qui sont dans des milieux où il n'y a pas de service, par exemple, de technicien en documentation ou de bibliothécaire pour faire des choix de livres, par exemple, pour des bibliothèques. Donc, on va les soutenir dans la découverte des livres. Notre expertise est vraiment dans la connaissance de la littérature jeunesse d'ici. Puis on fait beaucoup de fiches pédagogiques aussi. Rose, entre autres, travaille beaucoup sur les fiches pédagogiques. Elle est formidable. Donc, on a toutes sortes d'actions comme ça. Quand on aime le projet, ben, on se dit qu'on peut le faire. Aujourd'hui, donc, dans cette première partie, on va aller ensemble là, jusqu'à 11h45. Je vous amène découvrir les éditions de Mortagne. Dans l'invitation qu'on vous a transmise, on a indiqué que le cœur de cible pour notre présentation aujourd'hui était du deuxième, troisième cycle et du secondaire. On va avoir une présentation au début, là, les premiers livres que je vais vous présenter, on va être vraiment au primaire, puis ensuite on va se diriger vers les livres du secondaire. Ça reste que les éditions de Mortagne ont une production qui est très variée et qui est très vaste. À ce sujet, j'aimerais vous mentionner que les éditions de Mortagne font aussi de la littérature pour adultes et de la littérature pour jeunes adultes, puis ça vaut la peine de vérifier les différents livres et les différentes collections avant d'en faire l'acquisition pour les milieux scolaires parce qu'ils ont des collections de livres qui sont assez rudes, là, tu sais, avec des scènes de violence assez explicites ou des scènes de sexualité assez explicites aussi. Ce ne sont pas les collections qu'on va vous présenter aujourd'hui,
mais ça vaut la peine de pousser un peu plus si c'est des collections qui ne sont pas typiquement axées pour la jeunesse. Toutes leurs collections jeunesse ou adolescentes sont adéquates. Mais des fois, on va faire l'association, on va se dire, ah, ben ça, eux, ils font de la littérature jeunesse, je peux acheter n'importe quoi des éditions de Mortagne. Ben attention, ils ont vraiment des ouvrages qui sont tout à fait destinés à un public plus vieux, adulte, qui peuvent intéresser les ados, par exemple. Entre vous et moi, secondaire 4, secondaire 5, quand même bien qu'il y aurait de la sexualité, de la violence, je pense que ça leur fait pas tellement peur, mais c'est à vous de déterminer si dans le milieu scolaire, dans votre bibliothèque scolaire, c'est un livre qui peut avoir sa place. Donc, je vous laisse le choix de cette nuance. France a mis dans la conversation un lien aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, pour vous inscrire à notre infolettre. Donc, si vous voulez être informé des prochaines journées pouce carré qu'on va faire ou de nos activités, vous pouvez vous inscrire, puis vous allez être directement sur la liste de l'infolettre si ce n'est pas déjà le cas. Je vais commencer avec une collection de livres, donc, qui peuvent s'adresser aux jeunes de niveau primaire, mais aussi aux intervenants et aux parents. Alors, c'est une collection de livres qui est en deux parties. Peut-être que vous l'avez déjà croisé sur votre route. C'est la collection de la boîte à outils. Alors là, j'essaie de voir les gens si je vois. Oui, je vois il y a des têtes qui commencent à hocher déjà. Alors, dans la collection de la boîte à outils, vous avez deux catégories de livres. Vous avez donc, par exemple, ici, j'ai un livre qui parle de la douance. Donc, la douance, la boîte à outils, c'est un ouvrage théorique destiné à un public adulte, professeurs, intervenants, parents, professionnels. Puis, vous avez aussi la douance racontée aux enfants. Alors, vous avez la collection racontée aux enfants et la collection la boîte à outils. Ça me fait penser que j'ai encore fait la même erreur parce que je suis tellement énervée quand on commence à nos présentations. Je ne vous ai pas mis la bibliographie dans la conversation. Je vais le faire immédiatement. Et vous allez voir, j'ai divisé les deux collections, les deux parties de la collection dans deux listes différentes dans la bibliographie. Elle devrait arriver dans la conversation d'ici un instant ou deux. Donc, vous allez voir, je l'ai divisé en deux et j'ai mis une partie des titres, là, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour plusieurs des séries. Je vous ai mis le lien vers le site web où vous avez tous les titres de la série. Donc, quand il y a une série qui a, mettons, 12 tomes, j'en ai mis quelques-uns, puis je vous ai mis le lien vers le reste de la série pour les collections, en fait. Et pour les séries, j'ai mis les premiers tomes, puis vous pouvez ensuite savoir qu'il y aura des tomes 2, 3, 4, etc. Donc, cette collection va aborder toutes sortes de sujets en lien avec la neurodiversité, en lien avec les émotions, avec l'anxiété. Ça peut être en lien avec les difficultés de langage, en lien avec le TDAH, donc toutes sortes de sujets comme ça. Dans un premier temps, pour que les enfants comprennent un peu ces sujets-là. Ça peut être parce qu'on soupçonne ou on a eu un diagnostic ou une confirmation que notre enfant, par exemple, a, je ne sais pas, ce que je peux. Par exemple, on a l'autisme ici raconté aux enfants. Donc, on peut dire, bon, ben, on a un soupçon ou on a eu un diagnostic d'autisme pour notre enfant ou pour un jeune de notre classe. Mais ça peut se faire aussi tout simplement pour l'ouverture sur le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé là, de connaître un enfant autiste pour s'intéresser à l'autisme et vouloir tu sais, comprendre un peu comment vont fonctionner et réfléchir les personnes neurodivergentes. Dans les ouvrages qui sont racontés aux enfants, je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, j'ai l'anxiété. On a la colère, donc les émotions, comme je vous le disais. La séparation, qui pourrait aller aussi avec hein, les défis de la vie qui sont racontés aux enfants. On a, ben, je vous ai montré l'autisme, l'identité de genre, qui est paru récemment. On a la douance et ici, j'ai les émotions. Il y en existe d'autres également. Vous avez pu voir qu'à chaque fois, on a des créateurs différents. Donc, certains reviennent d'un livre à l'autre. Ça peut être Ariane Hébert, Aimé Véret. On va avoir aussi Samuel Champagne, par exemple. Donc, plusieurs créateurs comme ça qui vont proposer ces ouvrages-là. Comment ça se présente, ces livres-là? Ben, vous avez donc, premièrement, une histoire qui nous est racontée sous forme, je dirais, hybride entre le mini-roman et l'album, avec un petit peu de bulles, de bande dessinée. Et là, par exemple, dans celui-ci sur l'identité de genre, le personnage principal qu'on va découvrir, c'est Madeleine, dont le frère est en train de faire une transition. Et Madeleine, ben, ça fait chez elle
un effet un peu étrange parce que quelques mois plus tard, elle avait une sœur. Puis là, tout à coup, ben, on lui dit ta sœur, tu vas l'appeler ton frère, ça va être Félix pardon, pas Félix, Alexis. Il y a beaucoup de prénoms aujourd'hui, je vous avertis, je me mélange souvent dans les prénoms. Ça va être Alexis et faut maintenant que tu utilises le pronom il puis que tu l'appelles Alexis. Puis avec la transition dans l'identité de genre, ben, Alexis a beaucoup de rendez-vous médicaux, a des suivis en psychologie, etc. Donc, Madeleine, ben, elle trouve que des fois, ben, c'est plus comme avant. Elle avait un match de hockey, ben, Alexis et son père pourront pas aller la voir parce qu'ils ont un rendez-vous chez le médecin. Donc, ça la fâche. Ça lui fait de la peine. Alors, la question de l'identité de genre, elle est racontée du point de vue de celle qui est témoin de la transition de son frère. On a donc cette histoire-là, le père qui va venir la voir puis lui dire, ben, tu sais, moi aussi, des fois, ça me fait des drôles d'émotions de voir ton frère en train de faire une transition parce que, surtout, mais moi, c'est surtout parce que j'ai peur pour lui de ce qui peut lui arriver, mais je fais confiance à ses choix et tout ça. Donc, tu sais, on a vraiment un discours qui est bienveillant. Et à la fin du livre, ben même à la fin, je dirais à peu près à partir de la moitié de l'ouvrage, vous avez premièrement une section pour les petits curieux. Alors, c'est une section qui est plutôt documentaire, et ça, c'est vrai dans chacun des livres, là. Vous avez une section qui est plutôt documentaire, qui va expliquer qu'est-ce que la transition de genre, puis peut-être aussi donner quelques bases là, au niveau du vocabulaire pour bien comprendre qu'est-ce que l'identité de genre, le sexe assigné à la naissance, etc. Après la section pour les petits curieux, vous avez des réponses aux questions. Donc, des réponses aux questions plus fréquemment posées. Par exemple, ici, est-ce que c'est courant pour des personnes de se reconnaître comme trans? Est-ce normal de vivre toutes sortes d'émotions au sujet de la transition de quelqu'un que j'aime? Avec une explication. On a ensuite des trucs et des stratégies. Donc, si par exemple les jeunes pensent qu'ils doivent faire une transition de genre, ben, des trucs et des stratégies, mais aussi des trucs et des stratégies s'il y a quelqu'un dans notre entourage qui fait une transition, comment on va lui parler, comment on va aborder le sujet avec cette personne-là. Et finalement, une section pour les parents pour accompagner ces enfants par rapport à leur questionnement au niveau de l'identité de genre. Cette formule-là que je vous ai montrée pour ce tome va se répéter dans chacun des ouvrages. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a aussi, par exemple, si je reprends celui sur l'anxiété, l'anxiété va être, ben, c'est un sujet qui est souvent important à aborder avec les jeunes. On est témoin de beaucoup de situations où les jeunes vont être anxieux. Le sujet va être comparé ben, comparé, disons, associé à la réaction d'un chien par rapport à un écureuil, par rapport à un bruit. Et donc, il y a une espèce de détachement par rapport à la situation. On en fait un exemple et ben, ça permet à l'enfant de mieux comprendre. Transposons-nous maintenant dans la collection de la boîte à outils. Alors, ben là, la boîte à outils, d'accord, on constate que notre enfant vit tel ou tel enjeu, on a, ou un enfant dans notre classe, bien sûr, ou dans notre école. On a abordé ce questionnement-là avec lui grâce à l'ouvrage. Mais là, nous, le soir, quand on se couche, on reste quand même avec qu'est-ce que je fais avec ça, hein? Donc, comment j'agis dans ce sens-là? Et ben, je dis le soir quand on se couche, ça peut être le jour pendant qu'on travaille, là. Et ben, on a donc ces ouvrages-là qui vont nous donner une panoplie de stratégie. Alors, on est vraiment dans un ouvrage documentaire. Juste pour vous donner une idée, je vous montre la table des matières, là. On a 4 pages de table des matières. Alors, l'information, elle est divisée, subdivisée, classée. Tout est très, très clair et ça vous permet donc de trouver des stratégies pour aborder des sujets avec les jeunes. En plus des différents chapitres que je vous ai montrés, vous avez aussi des capsules d'information qui s'appellent un petit plus, comme ça, qui vont venir entre guillemets, là, zoomer sur une information, puis nous donner un petit supplément d'information. Puis, c'est des ouvrages qui vont être pratico-pratiques, qui vont nous donner vraiment toutes sortes de stratégies. Encore une fois, je vous ai mis dans la bibliographie la liste de tous les livres existants dans cette collection-là. Je vous en ai mis quelques-uns, mais si vous cliquez sur l'hyperlien, vous allez arriver sur le site de la Maison d'édition, puis là, vous allez avoir tous les livres dans cette collection-là. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Un peu hors collection, mais qui est quand même classé sur le site web dans la boîte à outils. Vous avez aussi vraiment des ouvrages qui sont destinés aux adultes.
Donc, Ariane Hébert, qu'on a pu voir là, dans plusieurs autres ouvrages. D'ailleurs, Ariane Hébert, si vous allez voir sur les réseaux sociaux, là, elle a des capsules vraiment intéressantes sur, en tout cas comme parent, là, sur comment on peut aborder la colère, l'anxiété. Je l'ai vue en conférence sur l'anxiété aussi. Elle est vraiment intéressante. C'est une excellente vulgarisatrice. Ben, ici, des fois, nous-mêmes, on est anxieux, donc stress et anxiété, stratégie et techniques pour les gérer. Donc, c'est un ouvrage qu'elle a écrit, mais spécifiquement destiné à un public adulte pour gérer notre propre stress et anxiété. Puis encore une fois, vous avez une mise en page qui va être un peu semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Donc avec des chapitres, des sections, etc., puis des encadrés. Donc voici pour... je suis curieuse de savoir s'il y en a pour qui c'était une découverte, la collection La boîte à outils. Vous pouvez nous écrire dans la conversation. Je pense que c'est une collection que vous pouvez acquérir en entier si vous avez, par exemple, un centre de ressources pédagogiques là, pour les enseignants ou pour les professionnels. C'est intéressant de les avoir. Puis pour ce qui est des ouvrages destinés à la jeunesse, ben, ça peut être autant dans un centre de ressources pédagogiques que dans une bibliothèque scolaire, que dans une classe où on veut aborder ces questions-là. Puis vraiment, à partir, je dirais, de la troisième année, les histoires sont bien vulgarisées. Il y a même des histoires qu'on pourrait comprendre un peu plus jeunes, là. Et ensuite, ben, jusqu'à la fin du primaire. Marie-Josée nous dit, c'est pas une découverte, mais je viens de comprendre vraiment la distinction. Ah ben, ça aura servi à ça au moins. Donc, vous voyez, il y a des ouvrages pour lesquels, la majorité des ouvrages, vous allez avoir le raconter aux enfants et la boîte à outils. Mais si je me trompe pas, il y en a pour lesquels il n'y a pas les deux parce que c'est moins pertinent d'avoir soit la version racontée aux enfants ou la version la boîte à outils. Donc, vous allez pouvoir vérifier sur le site web. En complément de ceci, il y a un jeu qui est sorti, mais là, pour les plus petits, Mélina nous écrit, ils sont disponibles sur Biblius en plus. Ouais, ça, c'est une super information. Effectivement, quand c'est disponible sur Biblius, vous pouvez y avoir accès en emprunt en numérique. Merci pour l'information. En supplément, vous avez le bingo des émotions qui a été proposé. Alors, vous connaissez le jeu du bingo, là. C'est un jeu franchement assez traditionnel. Ah, ça, j'aurais dû ouvrir la boîte avant l'animation, là. Je l'ai faite hier, mais je l'ai refermée. Alors, vous avez vos planches de bingo qui sont différentes pour chacun des personnages. C'est un jeu qu'on pourrait jouer avec les petits. Vous voyez, c'est un jeu qui est simple, là, le jeu du bingo qui est très simple, mais même avec les plus vieux, quand ils commencent à lire, ils peuvent lire les cartes eux-mêmes, et là, ben, ça devient intéressant d'avoir aussi l'activité de lecture qui va arriver en complément. Puis ça a l'air niaiseux, là, quand on dit explique-moi c'est quoi la joie, explique-moi c'est quoi la tristesse. OK. Mais maintenant, si je vous dis, qui peut ici me donner une définition de la perplexité? Qui peut me donner une définition de l'aversion, du dégoût? Quelle est la différence entre le dégoût et l'aversion? L'anticipation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La confusion, la pitié, la méfiance, ben, la colère, l'amour, etc. Mais il y a donc des émotions plus complexes aussi qui vont être abordées. Vous avez la carte et vous avez aussi le jeu, donc avec les émotions. Ici, le jeu de cartes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir reconnaître une émotion par rapport à la figure, donc à l'expression faciale, et reconnaître aussi sa description. Vous avez aussi un petit feuillet qui vous est fourni pour vous expliquer comment jouer au jeu. Donc, il y a le jeu de base, je pige une carte, je dis la tristesse, je lis l'explication de la tristesse et ceux qui ont la tristesse vont mettre un petit jeton sur la tristesse. Puis le premier qui a rempli une ligne ou les quatre coins ou un X ou ce que vous aurez déterminé gagne la partie. On peut jouer aussi de façon individuelle. Donc, on pourrait, par exemple, jouer un pour un avec un enfant. Je lui montre, pensez au tout petit à ce moment-là, là. Je lui montre une carte, puis je lui dis, peux-tu, ils savent pas encore lire, hein, peux-tu me dire quelle émotion est représentée ici? La plénitude, là, c'est quand même pas évident. On travaille le vocabulaire, là, rendu ici. Et là, ben, on va de dire, quand on a un jour associé que c'est la plénitude, OK, c'est bien beau de dire ça, c'est la plénitude, mais qu'est-ce que ça veut dire, la plénitude? On a la définition. On peut aussi faire inventer les définitions aux enfants, hein. Donc, la plénitude, est-ce que tu peux me dire, selon toi, là, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire la plénitude? Je suis sûre qu'il y a au moins un enfant qui va répondre, j'ai trop mangé, je me sentais vraiment plein, je vivais de la plénitude. Ça se pourrait. Et là, ben, on peut avec eux, après ça, essayer de voir si on avait les bonnes définitions ou pas. Pour terminer, donc, je vais juste placer le jeu ailleurs. Bon. Pendant qu'on est dans les jeux, je vais vous présenter un autre jeu, mais là, attention, c'est un petit,
Pfiou, je change de catégorie d'âge. On reviendra, j'ai des romans à vous présenter pour les plus jeunes, mais je vais changer légèrement de catégorie d'âge parce que je suis dans la section des jeux. Il y a un jeu qui vient de nous être envoyé, qui, moi, m'a fait penser a priori un peu à un jeu de tarot. Alors là, je vous avoue que je suis pas connaissante là, en tarot. Je pratique pas ça, donc peut-être j'ai pas raison, mais les quelques fois que dans les soirées, mes amis m'ont fait tirer des cartes, puis qu'on a discuté de la carte que j'avais tirée, ça m'a fait penser à ça. Donc, excusez-moi si vous êtes fan de tarot puis que j'ai pas raison, là, mais bon, c'est ma connaissance néophyte qui m'a fait penser à ça. Le jeu s'appelle S'exprimer et se comprendre, parler de sexualité sans tabou. C'est proposé par Josée Durocher, la conceptrice, Frédéric Fafard, qui est sexologue, et les illustrations sont des folies passagères. Puis c'est un jeu pour parler de sexualité qui est fait spécifiquement en pensant aux personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc, le jeu, au niveau de sa conception, est fait là, pour les personnes atteintes qui sont sur le spectre de l'autisme. Et on nous dit très bien, cela dit, et pour toutes les personnes aussi qui seraient tout à fait non, qui seraient pas neurodivergentes, là, donc pour toutes personnes qui ne sont pas atteintes du spectre de l'autisme. Alors, ce qu'on a à l'intérieur, vous avez un feuillet avec l'explication de chacune des cartes. Parce que moi, la fois que j'ai fait du tarot, la fille, elle m'a fait piger une carte, puis après ça, elle est allée vérifier dans son feuillet ce que ça voulait dire. C'était pas une tireuse de tarot hors pair, là. Fait que c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et vous avez les cartes. Il y a trois catégories de cartes. Des cartes sur le consentement. On a des cartes sur la fierté et la confiance en soi. Puis on a des cartes sur le corps. Donc là, je vous ai montré l'endo, mais vous allez me dire, oui, OK, montre-moi maintenant l'intérieur de la carte sur le corps. Par exemple, carte sur le corps, ici, on a cette carte-là. Ça nous dit, je peux éprouver des sensations variées à la vue de certaines personnes ou lorsque je pense à elles. Et là, on a des mots-clés. Vertige, chaleur, chatouillement, excitation, nervosité, pulsion. Alors, imaginez qu'on a pigé, j'ai pigé cette carte-là. L'idée du jeu, disons le jeu de base, on peut jouer seul ou on peut jouer en groupe. L'idée du jeu de base, c'est je pige une carte, je lis la carte, je vais lire une explication supplémentaire dans le feuillet et je réfléchis à ce que ça suscite chez moi comme réflexion, comme pensée, comme émotion. En groupe, ben, on pige une carte. Vous pourrez le faire à votre prochain 5 à 7 avec vos chums de filles. Vous pigez une carte et là, ben, en groupe, on peut discuter de ce que cette carte-là a évoqué chez soi. Puis si on veut pas en parler, ben, on a la liberté aussi de ne pas répondre à la question ou encore de dire, ben, moi, cette question-là suscite chez moi de la gêne, je n'ai pas envie d'en parler. Je vais aller voir dans mon feuillet ici là, pour avoir plus d'informations sur ma carte sur le corps. Alors, je vais aller dans la section corps. Je vais reconnaître l'image. Alors, ici, j'ai ma reproduction de la carte. Il est réécrit, donc, je peux éprouver des sensations variées à la vue de certaines personnes ou lorsque je pense à elles. Vertige, chaleur, chatouillement, excitation, nervosité, pulsion. Explication. Il arrive que mon corps s'emballe et que j'ai une impression de perte de contrôle. Si je m'y attarde, ce n'est pas nécessairement désagréable. Ces sensations sont un bon indice de mon intérêt envers quelqu'un. Piste d'exploration. Parfois, je ressens une attirance physique pour quelqu'un avant même que ma tête ait analysé la situation. Attention, même si j'ai des pulsions à la vue d'une personne ou en pensant à elle, je dois m'assurer d'avoir son consentement avant d'agir. D'ailleurs, la question du consentement, elle est dans la section préliminaire ici. C'est un des premiers sujets qu'on aborde vraiment. On peut parler de sexualité, mais la sexualité doit toujours être faite avec le consentement. Puis on va nous parler aussi de l'âge légal pour les relations sexuelles, s'il y a un écart d'âge, par exemple, selon l'âge de la personne la plus jeune. Alors, c'est un jeu vraiment intéressant que j'imagine pouvoir laisser traîner, là, tu sais, ici et là. Vous savez, comme les livres sur la sexualité qui ne sont jamais empruntés, mais qui ne sont jamais non plus à la bonne place dans la bibliothèque parce que ils les ont consultés puis ils les ont laissés sur une tablette là, dans la section des sports pour pas que personne sache qu'ils sont allés lire le livre sur la sexualité. Alors, un genre de jeu comme ça qu'on pourrait laisser qui permet d'explorer, de parler en groupe aussi. Il est magnifique aussi, hein, disons-le, là, vraiment, le jeu est beau, on a envie de le feuilleter. Puis moi, je me suis dit, tiens, ça serait quand même une bonne idée dans ma prochaine soirée de filles d'apporter le jeu puis de voir si je suis capable de les faire parler un peu, là, mes amis de filles, avec ce jeu-là. Donc, une belle découverte pour
parler de sexualité avec les adolescents. Puis je dirais même, ça va les gêner, mais avec les préadolescents aussi, parce qu'il y a un âge où ils commencent à avoir toutes sortes de questionnements, mais ça peut être une façon un peu d'enlever certains tabous. Maintenant, je reviens avec mes plus jeunes, là, j'ai fini la section jeux et livres pratiques. On va entrer directement dans la section littérature. Donc, je reviens avec les livres pour les plus jeunes. J'ai deux collections que je vais vous présenter. Donc, c'est des ouvrages qui font partie de la collection Sumo. Alors, aux éditions de Mortagne, vous avez la collection Sumo et même la collection Mini Sumo. Si vous allez sur le site web, vous allez pouvoir trouver les livres qui sont dans chacune des collections. Ce que ça veut dire, Sumo, ben, c'est l'idée d'avoir des gros livres. Alors, c'est dans cette mouvance-là de avoir la fierté d'avoir réussi à lire un gros livre épais. Mais souvent, on est aidé par le fait que la mise en page aussi, elle est grande et aérée. Le livre que je suis en train de vous montrer en ce moment, c'est un ouvrage de la collection Parcours. Donc, la collection Parcours, c'est une collection, je trouve, moi, le concept de cette collection-là est vraiment intéressant. Je crois qu'il y a 13 tomes qui sont parus. Vous en avez un autre ici. Donc, ici, j'avais entre les mains Parcours Damien. Vous avez Parcours Adèle. Et il y a Bernadette, il y a Félix, il y a donc une treizaine, je ne sais pas si ça se dit, 13 à la douzaine, d'ouvrages dans cette collection-là. Le concept est génial. Je ne sais pas qui a eu l'idée de base parce qu'il y a plusieurs créateurs. Là, par hasard, les deux que j'ai mis ici, c'est Carl Rochelot, mais si, je vais vous en montrer un ici qui est d'Émilie Lucier. Alors, il y a plusieurs créateurs. Vous allez avoir Aimé Verret aussi dans les créateurs. Plusieurs créateurs qui sont des créateurs souvent récurrents aux éditions de Mortagne vont avoir écrit des livres dans cette collection-là. Tous les romans se déroulent la même année. Alors, c'est une année scolaire et tous les romans se déroulent en parallèle. Dans chacun des romans, il y a la même histoire de base, c'est-à-dire qu'on est dans une école primaire où la direction a décidé d'organiser à la fin de l'année scolaire une course, mais pas seulement une course sous forme de parcours, donc vraiment pour, vous savez, là, les jeunes, là, faire du parcours, c'est quand même cool, là. Donc avec des obstacles. Donc l'idée, c'est une course à obstacles variés, ça peut être des pneus, ça peut être des tuyaux, ça peut être des palissades à grimper. Et les jeunes vont avoir quelques mois pour se préparer à cette course à obstacles-là et tous les élèves de l'école vont participer à la course qui est organisée, si mon souvenir est bon, en mémoire d'un garçon plus vieux qui est décédé l'année précédente. Mais cette histoire-là, elle est pas nécessairement présente dans chacun des livres. Dans celui que je vais vous présenter aujourd'hui, Damien, on l'évoque à peine qu'il y a Félix, le frère de Félix, mais on ne sait pas ce qui est arrivé, c'est pas nécessairement évoqué. Ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir la perception et la vie de chacun des jeunes de cette école-là pendant cette année-là. Puis ils vont vivre chacun des histoires complètement différentes. Adèle, par exemple, elle est à la recherche de son père. Donc, son père est parti quand elle était jeune, puis elle va mener une enquête pour retrouver son père. Alors, c'est son histoire à elle. Damien, lui, c'est un garçon qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, qui va apprendre au cours de l'année à gérer son hyperactivité. On a d'autres ouvrages où il y en a qui sont vraiment sportifs, puis eux, ils veulent gagner, puis on en a d'autres où c'est des super scientifiques qui n'ont pas du tout le goût de faire des sports, puis que pour eux, une course de parcours, là, c'est comme une punition. Donc, vous avez là, les différents profils comme ça. Les jeunes vont parfois être présents dans les autres livres. Alors, on peut les lire dans n'importe quel ordre, mais si on lit Damien, à un moment donné, il y a Adèle qui est évoquée. On n'a pas besoin d'avoir lu l'histoire d'Adèle pour comprendre Damien. Comprenez, c'est quand même assez complexe, puis c'est des auteurs différents. Hier soir, je me suis couchée en me disant, mais comment ils ont fait ça, ces auteurs-là, pour travailler en équipe, pour faire chacun leur livre, mais que ça se recoupe, que ça soit logique? Il doit y avoir un travail d'édition en arrière de ça qui est phénoménal pour que toutes les histoires soient cohérentes. Moi, ça m'impressionne là, de penser à comment ils ont organisé le travail éditorial derrière ça. Et j'avais déjà lu plusieurs livres de la collection, puis je me suis dit, tiens, je vais en lire un nouveau que j'avais pas encore lu. J'ai découvert Damien cette semaine.
Alors, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, de Carl Rochelot. Damien, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un petit garçon qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il le sait, ses parents le savent. C'est un petit garçon qui fait beaucoup de mauvais coups. Il est surtout ami avec Alexis, qui fait aussi l'objet d'un autre livre, qui fait vraiment. Alexis, c'est vraiment un petit garçon qui fait beaucoup de mauvais coups. On aborde le sujet dans Damien qu'Alexis habite dans des familles d'accueil et qui habite dans une famille d'accueil puis qui a habité dans plusieurs familles d'accueil dans sa vie. Mais on n'en parle pas plus que ça. Alors ça, si on veut le savoir, il faut aller lire l'histoire d'Alexis. Mais Alexis, lui, c'est vraiment un garçon qui fait des mauvais coups parce que, grosso modo, il veut attirer l'attention. Puis Damien, ben, il est influençable, il est hyperactif et parce qu'il est hyperactif, il est aussi impulsif. Alors, par exemple, à un moment donné, son ami lui dit, Hey, ça serait drôle pour faire une blague, on va couper la tresse de Bernadette. Ben, Damien, lui, il pense pas plus loin que le bout de son nez. Ah ouais, ça va être drôle, il prend ses cheveux et coupe sa tresse. Puis une fois la tresse dans les mains, il se dit, Oh, j'ai coupé sa tresse. Puis là, il est gêné. Le soir, il se couche, puis il pleure dans son lit parce qu'il sait qu'il a fait de la peine à Bernadette. Son intention, c'était pas de faire de la peine. Son intention, c'était de faire une blague, de faire rire les autres. Donc, il y a toute cette espèce de complexité au niveau des émotions qui est transmise au lecteur. On comprend bien les émotions complexes que vont vivre c'est un enfant qui a de l'impulsivité comme ça. Et parce qu'il a fait un mauvais coup, il y a une conséquence, je dirais pas une punition, je vais dire il y a une conséquence, c'est que 2 ou 3 fois par semaine, ben c'est des cycles là, de 9 jours, là, fait que je pense que c'est 3 fois par cycle, il doit aller au mentorat à l'heure du dîner. Et ça, le mentorat, c'est d'être jumelé avec un autre élève de son école, puis de faire ses devoirs avec lui. Sauf que Damien, il est dans un milieu familial où il est très encadré. Ses parents ont décidé là, que ben, pour vivre avec le TDAH, il faut un cadre, puis c'est un cadre qui est très sain. Alors, le soir, quand il rentre à la maison, il y a une liste de tâches, puis s'il a réalisé sa liste de tâches, c'est-à-dire faire ses devoirs, mettre la table, il y a des jeunes sœurs triplettes, donner le bain aux triplettes. Alors, s'il a réalisé ses tâches, ben, il a droit à 15 minutes de télévision. Puis comme il aime ça, regarder la télévision, Damien, quand il y a une structure, il respecte la structure. Alors lui, quand il arrive au mentorat, ben, il a fait ses devoirs. Puis il est jumelé avec Mathéo. Puis là, il va dire à Mathéo, il dit, moi, j'aimerais ça que la vie, ça soit plus comme un jeu de donjons et dragons. Parce que Damien, c'est un joueur en famille de donjons et dragons. Alors, il va apprendre à Mathéo qu'est-ce que c'est le donjon et dragon, puis comment on joue. Puis comme des enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, quand il est passionné par une activité, il peut jouer sans arrêt, sans être distrait. Donc, il est vraiment là, complètement dans sa tâche. Et Damien va apprendre que Mathéo, lui, sa passion, c'est la boxe. Parce qu'on comprend que Mathéo, lui aussi, a eu des enjeux de comportement, puis qu'à un moment donné, ses parents l'ont inscrit à la boxe, puis la boxe lui a fait beaucoup de bien. Puis Damien, ben, il va insister auprès de ses parents pour aller à la boxe, parce qu'il se dit, Ah, ça a l'air vraiment le fun, moi j'ai toujours rêvé de boxer. Mais les parents trouvent que c'est peut-être une activité violente, ils sont pas trop sûrs. Alors les parents vont prendre un peu de temps, ils vont utiliser un peu ça aussi comme une émulation, comme un système de motivation. Bon, ben, si tu as des bons résultats, etc. Puis à un moment donné, ben, Damien va aller à la boxe. Et là, Damien va à son entraînement de boxe, il commence par comprendre que saute à la corde, là, tu sais, pour commencer. Puis ça prend plusieurs cours avant qu'il ait le droit de monter dans le ring. Puis mais sa motivation est tellement forte que, il va persister, il va persévérer, il va finalement avoir le droit de faire un combat, mais surtout, il dort bien. Quand il revient de la boxe puis qu'il a fait un entraînement hyper intense, il se couche puis il s'endort. Alors ça, c'est comme une révélation pour lui, mais je pense aussi pour ses parents, là. Donc, c'est vraiment, si vous avez vécu la situation de j'arrive pas à dormir, alors, c'est vraiment très intéressant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui fait des mauvais coups, mais qui est pas mal intentionné, qui comprend aussi tout à coup l'impact de ses gestes. Et il sera le premier à être puni, entre guillemets, par un geste qu'il a commis par impulsion. Alors, le jour de la course, Damien se prépare depuis plusieurs mois à un tournoi de boxe qui aura lieu au mois de juin. Il a très hâte de pouvoir participer au tournoi de boxe. Et le jour de la course de parcours, Damien est tellement excité par rapport à la course et par rapport au parcours.
Son ami Alexis lui dit, t'es pas game d'y aller avant que ce soit notre tour. Alors, à l'heure du dîner, Damien va décider d'y aller. Il va embarquer sur le parcours qui est pas surveillé et il va grimper. Parce qu'il y a quelques illustrations, là. On a un schéma d'ailleurs du parcours. Je vais essayer de le retrouver. J'aurais pu mettre un petit post-it. Alors. Ah, je pense que je ne le retrouverai pas là rapidement. Il va grimper sur un tuyau. Ben, je vais vous montrer sur la page couverture. Vous savez, les tuyaux là, sur lesquels on peut passer à l'intérieur. C'est un tuyau qui était destiné à passer à l'intérieur dans le parcours, mais lui, il décide qu'il grimpe par-dessus. Et le tuyau va se mettre à rouler, puis il va tomber et il va se retrouver écrasé par le tuyau, puis il se casse un membre. Je pense qu'il se casse un bras. Et ben, un bras cassé, c'est bien plate, mais tu peux pas faire ton tournoi de boxe. Alors, il va manquer son tournoi de boxe. Puis c'est pas que les gens ont voulu le punir, c'est la conséquence de son impulsivité. Alors, il comprend comme ça, de fil en aiguille, que ben, quand on n'écoute pas les règles, quand on est impulsif, il y a des conséquences. Alors, il va découvrir aussi par le biais de la boxe des façons de recanaliser son énergie puis de réfléchir avant d'agir. Donc, c'est un des exemples des livres que vous allez pouvoir trouver dans la collection Parcours. Deuxième collection que je voudrais vous montrer, là, on arrive vraiment à la fin du primaire, donc sixième année. Avant le passage au secondaire, on se retrouve avec un roman qui est écrit par une mère et sa fille. Donc, c'est Sylviane Beauregard et Camille Beaumier. Un roman qui s'appelle Lily et moi, sœurs de cœur. Et on est encore dans la collection Sumo, donc des illustrations, des pages très, très espacées, exactement la même mise en page que dans le livre précédent. Et on est donc sixième année. Deux jeunes filles qui sont les meilleures amies du monde depuis la petite enfance. Et sixième année, ça veut dire le choix de l'école secondaire. Donc, parmi les thématiques qui seront abordées, il y aura les visites d'école secondaire et le choix de l'école. Évidemment, ben, c'est pas tout le monde qui va décider d'aller à la même école, donc il peut y avoir des déceptions de ce côté-là. Puis, en parallèle de ça, c'est une histoire de nouvelle élève à l'école. Alors, il y a une nouvelle élève qui arrive qui s'appelle Audrey. Puis Audrey, franchement, elle est pas fine. Tu sais, c'est vraiment une enfant là, qui, pire que de jouer des mauvais coups, c'est-à-dire qu'elle va parler en mal des autres. Donc, on pourra sans doute découvrir dans les prochains tomes pourquoi elle agit comme ça, mais dans le premier tome, c'est pas ce qui est exploité. Par contre, le personnage principal qu'on suit, c'est Léa. Sa meilleure amie s'appelle Lily. Donc, Léa, elle se méfie rapidement d'Audrey. Elle n'a pas d'affection pour cette jeune fille-là parce qu'elle voit les gestes mal intentionnés qu'Audrey pose, mais Lily va devenir très amie avec elle. Alors, on a le triangle amical. Je dirais même une espèce de quatuor amical parce qu'il y a Marie aussi dans leur gang qui est présente. Marie qui a la particularité de jouer, pas de jouer, mais de faire de la natation, du plongeon. Alors, c'est un sport qui est moins souvent exploité dans les romans. Alors, elle, ben, son choix d'école aussi va être influencé par le fait qu'elle veut aller en sport-études. Et donc, c'est leur année. On va suivre l'année scolaire de ces jeunes filles-là qui vivent leur dernière année au primaire, qui se préparent au secondaire et qui ont cette nouvelle-là qui arrive puis qui va faire, franchement, plusieurs mauvais coups. Donc, c'est un roman avec des chapitres assez courts. Donc, on a toujours aussi, tu sais, dans le côté sumo, là, chacun des chapitres est introduit par une page de chapitre. Donc, il y a beaucoup de pages là, qui sont sautées par le nombre de chapitres. Donc, ça donne aussi l'impression aux jeunes de lire encore plus vite. En sixième année, hein, les niveaux de lecture peuvent être assez variables. Donc, il y en a qui sont en train de lire des romans, même qu'on va lire au secondaire, ou des romans qui sont beaucoup plus avancés au niveau de la difficulté de lecture, mais il y en a qui ont encore une lecture plus lente. Donc, c'est des romans qui sont très encourageants pour ces lecteurs et ces lectrices-là. Puis franchement, en cinquième, en quatrième aussi, là, tu sais, quand on est en quatrième, là, on se trouve cool de lire une histoire de sixième année parce qu'on s'identifie à des plus vieilles, tu sais, ou à des plus vieux, alors que, ben, c'est tout à fait naturel, en fait. On veut vieillir un peu plus vite quand on est plus jeune. Alors, ça peut être tout à fait adéquat pour ces jeunes lecteurs et ces jeunes lectrices-là. Et j'avais une autre idée qui m'est venue en tête. Elle est partie se promener. J'y reviendrai si elle revient. Mais donc, vous avez une série là. Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que même les lecteurs qui sont habitués à une lecture un peu plus difficile, disons,
Ça fait du bien des fois là, d'avoir une lecture un peu plus accessible, un peu plus facile. Des fois, on veut lire là, juste pour se changer les idées, pour avoir une histoire qui correspond à ce qu'on vit en ce moment. Ça se lit plus rapidement. On est fier d'avoir lu un livre. Ça nous prend une semaine au lieu de nous prendre 2 semaines. Puis on passe au prochain. Donc, c'est un livre qu'on peut suggérer à tous les finissants de cette année. D'ailleurs, il y en a que ça arrive là, d'ici un mois. Nous, à l'école, on entend beaucoup parler de la fête des finissants là, qui s'en vient bientôt. Je vais poursuivre dans la littérature pour les adolescents. Alors là, ben, il y a un incontournable aux éditions de Mortagne. Je pense que vous allez savoir de quoi je parle. La collection Tabou aux éditions de Mortagne pour les adolescents, c'est vraiment une collection incontournable. Là, je vois quelques personnes qui hochent la tête. Je sais que c'est une collection qui est bien connue. Moi, je vais vous dire, franchement, j'en avais lu plusieurs il y a quelques années quand la collection est sortie. Puis bon, j'ai été quelques années sans relire de tabous parce que ça donnait pas, je disais d'autres choses. Puis j'en ai relu des tabous contemporains là, qui ont été écrits dans les dernières années. Puis je trouve que c'est une collection qui se renouvelle vraiment sans cesse. Et on a, je dirais que les premiers livres de la collection Tabou, souvent, il y avait vraiment un grand, grand, grand focus qui était mis sur la thématique principale. Et on avait presque cette thématique-là qui revenait presque à chaque page. C'est-à-dire qu'à chaque page, là, si c'était par exemple sortir du placard, ça parlait de sortir du placard à toutes les pages. Ce qui est vraiment, vraiment bien pour les jeunes qui veulent approfondir toutes leurs connaissances sur ce sujet-là, puis qui veulent comprendre le sujet, puis se retrouver, puis se sentir impliqués par le sujet. C'est super. Puis je vous le dis, là, moi, adolescente, je les aurais tous lus, les tabous. Là, je suis le public cible idéal pour la collection Tabou. Dans ceux que j'ai lus qui ont été publiés plus récemment, mais c'est normal, à un moment donné, une collection doit se renouveler. Quand on est rendu au tome 73, il y a encore des livres sur l'homosexualité qui se publient dans la collection Tabou, mais on en a eu d'autres. Donc, il faut renouveler le genre, il faut renouveler le type d'ouvrage. Et je trouve que ce que ça a donné, c'est que les intrigues sont souvent plus multiples. Alors, il y a souvent plus de sous-intrigues qu'il y en avait au début de la collection. Alors, si vous avez lu les livres de la collection Tabou il y a quelques années, lorsque les premiers, deuxième, troisième sont sortis, ça vaut la peine de lire des plus contemporains aussi parce que il y a eu une modification, à mon avis, dans le type de livre de publier. Ils sont tous excellents, ils abordent tous des sujets vraiment intéressants. Euh, Marie-François nous dit même les gars qui ne lisent pas habituellement lisent les tabous. Effectivement, puis ils en ont fait qui sont, merci pour le commentaire, ils ont fait des tabous qui sont vraiment avec des personnages principaux masculins qui vivent, là, mettons, il y en a un, je pense à celui-là en particulier, 16 ans et papa, ben le garçon de 16 ans, il se retrouve à apprendre que sa blonde ou son ex, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai lu, est enceinte, puis ben lui, il veut prendre toutes les responsabilités qu'il doit prendre, puis il va devenir papa, tu sais. Alors là, ben c'est vraiment un personnage masculin qui vit toute l'aventure. Ceux que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, il y en a un justement avec un personnage principal masculin de Jessica Di Salvio qui s'appelle Sans toi. Celui-ci, vous pouvez voir, a été sélectionné dans la sélection de À Go on lit dans la collection Fouineur. On l'a mis en Fouineur parce qu'on apprend beaucoup de choses sur l'itinérance adolescente. C'est l'histoire d'un garçon. J'ai tout vérifié les noms avant le début de l'atelier et bien sûr, il s'appelle Élie. Ah oui, voilà. Alors, c'est un garçon qui s'appelle Élie. Pfiou! Et qui, à ses 17 ans, il habite avec une mère rock'n'roll et il déménage souvent. Puis quand il a 17 ans, sa mère a dit, je vais vous citer ce qui est écrit en arrière, je t'aboute, je peux pas tout faire, puis t'es assez grand pour te débrouiller tout seul. Et sa mère déménage, puis elle l'amène pas avec lui. Ellie, il a vécu toute sa vie dans un contexte familial comme celui-là, avec une mère monoparentale qui était, disons, plus ou moins adéquate au niveau de l'encadrement, là. Et il a décidé que lui, là, il allait pas devenir comme sa mère. Alors, il est très studieux, il est respectueux de l'autorité, il est respectueux des adultes. Il veut vraiment faire, il prend sa mère puis il dit, je vais faire tout le contraire. Comme ça, je vais pas me ramasser dans la même vie qu'elle. Ça, c'est sa façon de penser. Mais là, à 17 ans, il se retrouve sans logis. Et il est orgueilleux. Il veut pas le dire aux autres. Puis il veut pas le dire aux autres, il veut pas le dire à ses amis parce qu'il est orgueilleux, mais aussi parce qu'il a une peur folle de la DPJ. Il a peur de se retrouver en foyer d'accueil, puis que ce soit une mauvaise expérience parce qu'il a entendu toutes sortes d'histoires là-dessus. Et il va se cacher. Alors, il va un peu demander à son ami, ah, ma mère, à part voyager, je peux-tu venir chez vous une semaine? Après ça, ben là, sa mère est bien obligée de revenir de voyage. Fait que là, il va demander un service à un autre. Puis de fil en aiguille, comme ça, il va demander un peu de service à tout le monde. Puis à un moment donné, ben, ses amis
vont se rendre compte là, que son linge n'est pas lavé, que ben, il sent moins bon qu'avant, qu'il mange moins, que ses résultats scolaires sont pas les mêmes qu'ils étaient. Et ben, il y a des nuits carrément où Ellie va dormir dans la rue, puis il va rencontrer un groupe dans la rue aussi avec lequel il va se tenir, qui va avoir une influence sur lui, qui va l'inciter un peu à prendre des drogues, de l'alcool, mais c'est pas un roman qui parle des dépendances. C'est un roman où il va essayer ça un peu, il va se rendre compte que le lendemain, il est magané, mais en même temps, tu sais, ça réchauffe, là, quand t'es dans la rue puis que t'as froid, tu prends une coupe de gorgée, ça te réchauffe. Fait que bon, il va vivre toutes ces situations-là. Puis à un moment donné, ben, sa gang d'amis va faire une espèce d'intervention. Ils vont un peu le prendre en souricière, là. Puis là, ils vont dire, écoute, ça peut pas continuer comme ça. Nous, on veut t'aider. Fait que c'est vraiment la force de la communauté qui va se regrouper autour d'Élie pour dire, ben, tu sais, si tu vas à la DPJ, là, tu vas pas, il te reste quelques mois avant d'être majeur. Si tu vas à la DPJ, tu vas pas être maltraité. Fait que là, il doit réussir à faire confiance, à aller chercher de l'aide, à aller chercher des services. Il y a des membres du personnel de son école qui vont l'aider aussi. C'est vraiment très touchant. C'est un beau roman, un beau personnage aussi, là, très positif, qui va réussir à s'en sortir par sa persévérance, par ses compétences personnelles, mais aussi par la confiance qu'il va avoir avec les autres. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur les romans tabous parce que c'est une collection souvent qui est quand même bien connue, mais je vais vous montrer un peu la diversité de sujets qu'on peut avoir dans cette collection-là. Vous avez un roman de Viviane Moreau qui s'appelle Klepto, qui parle de la kleptomanie. Celui-là, moi, j'ai adoré ça parce que tout ce qui se passe l'été, là, vous savez, les histoires d'adolescents l'été, première job, premières expériences, etc., j'adore ça. Et on suit le personnage de Maeva. Phew, heureusement, j'ai fait mes devoirs. On suit le personnage de Maeva qui souffre de kleptomanie depuis quelques mois. Son père a abandonné la famille, il est parti et sa façon de compenser à elle, ça a été de commencer à voler des petites choses. Au début, on sait qu'elle est gardienne, elle fait du gardiennage, puis ben, il y a une famille où elle garde souvent, puis elle a commencé à prendre des petites affaires. Elle vole jamais rien de grave, là. Tu sais, elle vole un baume à lèvres, c'est des petites affaires là, qui sont un peu insignifiantes, je dirais, qui font que personne s'en rend compte. Puis elle ressent beaucoup de culpabilité à chaque fois qu'elle fait ça, puis elle veut toujours arrêter. Elle a vraiment la volonté d'arrêter de voler, mais c'est plus fort qu'elle, c'est vraiment comme une espèce de pulsion là, qui l'amène à voler. Puis, de fil en aiguille, elle va se trouver un emploi, et là, c'est ça, c'est la partie que j'aime, moi. Elle va se trouver un emploi dans un kiosque de fruits, un kiosque de légumes maraîchers, là. Vous savez, comme dans une station de service, là, mettons, vous allez à la station de service à la campagne, puis il y a un petit kiosque qui vend des fraises, du maïs, là. C'est place où je veux toujours arrêter dans chacun des voyages qu'on fait, même si on a déjà 2 crêtes de fraises dans le coffre, on aurait-tu acheter du blé d'Inde au prochain kiosque, là? Donc, elle se trouve un emploi à cet endroit-là, puis elle reçoit la confiance des gens qui l'embauchent, qui ont leur ferme familiale, puis qui ont connu des difficultés financières déjà, mais c'est plus fort qu'elle à un certain moment. Elle va mettre en place une espèce de stratagème qui lui permet de voler de l'argent. C'est-à-dire que si la facture s'élève à 17 elle va dire au client c'est 18 puis elle vole 1 dollar. Donc, elle vole pas vraiment à la compagnie. Elle se dit, ben, c'est pas comme si je volais à la compagnie. Eux, ils font autant d'argent que supposé, mais évidemment, ils vont s'en rendre compte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des conséquences. Elle va perdre son emploi, malgré que les gens l'apprécient, la trouvent gentille. Il y a même un garçon avec qui elle commence à avoir un flirt. Ben, lui, il va dire, moi, je peux pas sortir avec quelqu'un qui nous a volé, qui a nuit à notre réputation. Puis, dans ce cas-ci, on a aussi à la fin une projection dans l'avenir où on voit qu'un an plus tard, elle a consulté, elle a traité son problème de kleptomanie, elle s'améliore beaucoup, ça va mieux. Et la compagnie va lui donner une deuxième chance en l'embauchant à nouveau, mais cette fois-ci pas dans le service à la clientèle, dans une tâche où elle n'est pas en contact avec l'argent. Mais il y a vraiment donc cette espèce d'espoir de pouvoir un peu avoir une rédemption là, par rapport à un acte qu'on a commis qui était négatif. Donc c'est vraiment porteur d'avenir. Puis, le dernier roman de la collection Tabou que je vais vous présenter, c'est un roman d'Amélie Bibeau qui s'appelle Éclipsée, qui aborde un sujet, encore une fois, complètement différent, un peu plus rare. Ben, kleptomanie, c'est quand même rare aussi, là, mais ben, les trois, quand même, c'est rare qu'on ait des romans sur ces sujets-là. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui se sent éclipsée par le fait qu'elle a une jeune sœur atteinte d'une maladie grave. Donc, sa jeune sœur a une malformation cardiaque qui a amené à plusieurs opérations au cours de sa vie, à plusieurs troubles de santé.
Donc, elle est, si mon souvenir est bon, en secondaire 2, puis sa jeune sœur est en sixième année, ou secondaire 3, puis sa jeune sœur est en sixième année. Et ben, dans une famille où il y a un enfant qui est malade, ben, l'autre enfant est parfois mis de côté. Donc, parce que les parents doivent aller, c'est la deuxième fois qu'on a le même sujet aujourd'hui pour des sujets complètement différents, mais les parents doivent aller à des rendez-vous médicaux, doivent s'occuper d'elle. Et ce qui va faire un peu, la goutte qui va faire déborder le vase, c'est comme ça que le roman se commence, c'est que elle a été choisie pour un voyage, un échange étudiant en France. En secondaire 3, ils ont accès à l'échange d'étudiants, puis elle a maintenu d'excellents résultats scolaires parce qu'elle a toujours voulu faire ça, puis ses parents vont lui refuser en lui disant, mais premièrement, s'il arrive quelque chose à ta sœur pendant que tu es parti, puis deuxièmement, ben, on ne peut pas accueillir quelqu'un ici pendant 2 semaines parce que la condition médicale de ta sœur est trop grave. Et vont s'accumuler donc, comme, puis c'est une jeune fille qui va toujours se comparer à sa sœur, donc elle va se dire, ben, je comprends pas pourquoi je me plains, ma sœur c'est bien pire. Donc elle va toujours minimiser ses émotions et ses ressentis par rapport à ce que sa sœur vit. Puis ben, c'est l'idée du presto, là. À un moment donné, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et évidemment, à un moment donné, ça va exploser. C'est vraiment intéressant. Puis à la fin, il y a une note de l'autrice qui explique que c'est inspiré de ce qu'elle a vécu. Alors, il y a vraiment un côté personnel qui est raconté aussi dans la note. Elle explique aussi là, qu'elle a pas écrit sa vie, qu'elle s'est inspirée de sa vie. Vraiment, c'est une belle histoire aussi qui nous amène à comprendre un peu ce que peuvent vivre ces jeunes-là. Quelqu'un nous écrit, est-ce que les anciens tabous qui ont été réédités récemment ont le même texte que les premières éditions? Euh, c'est une bonne question. À ma connaissance, c'est pas mal les mêmes textes que les premières éditions. Il peut avoir eu des fois des mises à jour parce que vous savez, des fois, il y a des termes qu'on a utilisés à une certaine époque qui ont changé, qu'on n'utilise plus. Donc, ils peuvent faire une mise à jour de ce côté-là. S'il y avait des coquilles, des erreurs, puis que ça leur a été signalé, là, c'est sûr qu'ils ont mis ça à jour aussi parce que ben, c'est ce que font toutes les maisons d'édition quand il y a des rééditions. Mais grosso modo, c'est les mêmes romans là, que vous aviez eu dans les premières éditions. À moins qu'il y ait eu une grosse boulette, là, tu sais, un livre qui avait quelque chose qui n'avait pas de bon sens, c'est sûr qu'ils l'ont modifié. Puis ils veillent généralement à ce que ce soit à jour avec ce qui est admis, disons, là, par le consensus social, disons. Je vous présente une autre collection, parce que là, la collection Tabou, elle est vraiment une des collections qui fait la marque de la maison d'édition de Mortagne. Alors, c'est vraiment là, c'est rare là, que je rencontre quelqu'un qui va me dire, j'ai jamais entendu parler d'un tabou. Ça peut arriver, bien sûr, mais généralement, dans le milieu secondaire, c'est une collection qui est très bien connue. Puis, ils ont une autre collection que moi, je connaissais pas. Et parce que tabou, on peut imaginer, hein, souvent, c'est des livres qui vont être un peu plus coup de poing, donc avec des thématiques un peu plus rudes. Puis ils ont une collection qui s'appelle la collection Réconfort. Alors, dans la collection Réconfort, ben, ça peut être quand même un peu coup de poing, mais c'est le contraire. Alors, c'est l'idée d'avoir. Imaginez-vous que vous voulez lire un livre là, en dessous d'une grosse couverture avec un chai latte. Là, c'est un livre de la collection Réconfort que vous allez peut-être vouloir choisir. En plus, ils sont magnifiques. Je trouve que la grille graphique, elle est superbe, elle est attirante. J'en ai deux, vous en avez un autre derrière moi ici qui s'appelle Déjouer l'oubli. C'est des romans que on pourrait lire au secondaire sans problème. Je pense surtout à nos jeunes là, de 17, 18 ans, 16, 15, 16, 17 ans. Les jeunes adultes aussi. On a des personnages qui sont souvent des jeunes adultes. Alors, au début de l'âge adulte, même on a dans Déjouer l'oubli, c'est des personnages qui sont des femmes âgées. C'est pas une collection qui a à proprement parler jeunesse, mais il y a des titres qui peuvent tout à fait être convenables. Notamment d'Émilie Turgeon, le roman Une chanson à la fois que j'ai dévoré. Il a été choisi aussi dans les beaux romanticaux de Ago on lit. Donc, ah mon Dieu, ça change la couleur, hein. Ça paraît que j'ai mis une couverture verte à l'écran. Je suis devenue toute rouge. Alors, le roman Une chanson à la fois, on a le personnage principal de Samuel. Samuel, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il avait 8 ans, il y a une voisine qui est arrivée dans le voisinage et cette jeune fille-là qui s'appelle Christina. Grosso modo, on pourrait dire que sa famille s'occupait plus ou moins d'elle.
C'était une enfant, tu sais, il y avait personne à la journée première journée d'école, il y a personne qui l'a accompagné. Donc, lui, il est avec sa mère. Puis là, sa mère, elle lui dit, va donc voir, la petite fille là-bas, elle est toute seule, puis elle a l'air nouvelle, tu sais. Fait que là, ben, Samuel est allé la voir. Ensuite, quand sa mère l'a ramenée à la maison en voiture, ben, le soir, ben, il y avait personne à la maison pour l'accueillir. Et de fil en aiguille, donc, Samuel et sa famille réalisent que Christina, elle vit dans un milieu qui est pas très soutenant, mettons pour une enfant de 8 ans. Personne l'aide à faire ses devoirs, personne, tu sais, n'a pas tout le temps des lunchs, etc. On va avoir accès à l'intérieur de la maison de Christina où, grosso modo, ses parents sont assis sur le sofa puis regardent la télévision, là, puis quand elle arrive, ils disent salut, puis c'est à peu près ça l'interaction qu'il y a dans cette famille-là. Et pendant 5 ans, Christina va être très, très proche de la famille de Samuel. Ça veut dire que sa mère, elle l'invite à souper quasiment tous les soirs, elle l'aide à faire ses devoirs, il l'amène à l'école, et Christina et Samuel développent une relation très forte. Et quand elle a 13 ans, son appartement passe au feu, l'appartement de ses parents, parce que un de ses parents était intoxiqué et s'est endormi en fumant une cigarette et la cigarette a fait flamber le sofa et l'appartement a passé au feu. Puis les services sociaux ont pris Christina puis l'ont envoyée chez un oncle dont la famille de Samuel n'avait jamais entendu parler, mais ça reste que c'était juste des amis, là, alors ils n'ont pas rien à dire, eux, et Christina s'en va, puis elle a été placée chez son oncle qui a réclamé son droit à s'occuper d'elle. Ils se perdent de vue. Et c'est un deuil à vivre pour Samuel. Samuel et sa famille ont essayé de lui écrire, puis ont reçu une lettre qui disait n'entrez plus jamais en contact avec moi. Rendu à 18 ans, Samuel voit passer sur les réseaux sociaux une espèce de défi, là. Vous savez, ce genre de défi, écrivez 10 chansons qui ont marqué votre vie et expliquez pourquoi. Et Samuel, par une espèce de élan créatif, au lieu d'écrire sa liste à lui, décide d'écrire la liste de Christina. Et il raconte dans sa publication qu'il a perdu de vue cette jeune fille-là quand il était jeune, qu'il pense souvent à elle. Excusez-moi, il n'y a pas 18 ans, il y a 23 ans. C'est 10 ans plus tard, donc il était rendu à 13 ans quand elle est partie, il y a 23 ans. C'est vraiment un jeune adulte. Et ben, il publie ça en disant je pense souvent à elle, voici 10 chansons qui me font penser à elle. Et Internet étant Internet, le message va arriver à Christina et Christina va reprendre contact avec lui, puis ils vont se retrouver. Et Christina, donc, décide de redéménager dans la région de Québec où elle avait connu Samuel. Elle était rendue à Montréal. Elle décide de redéménager dans la région de Québec, près de chez lui. Donc, la relation va se retisser. Ils vont réaliser qu'en fait, quand ils ont écrit à la famille de Christina, elle n'a jamais reçu la lettre, puis c'est l'oncle qui a envoyé une lettre qui disait n'entrez plus jamais en contact avec moi. Donc, il y a eu une espèce de mise en scène pour qu'ils ne puissent plus jamais se contacter. Ils vont réaliser que l'oncle s'est pas beaucoup plus occupé de Christina que ses parents l'avaient fait, mais il y avait comme une pension alimentaire, fait qu'il était content. Et ainsi de suite. Donc, Christina va vouloir régler son passé. Puis va demander à Samuel, peux-tu m'accompagner une fin de semaine? Je veux aller voir toutes les personnes qui m'ont fait du mal et régler mes comptes avec eux, puis aller couper les liens avec chacune de ces personnes-là. Puis ils vont partir. Fait qu'il y a une espèce de road trip de réglage de comptes qui va se passer pendant la fin de semaine où ils vont s'aller de Québec à Montréal, puis ensuite ils vont repasser, puis ils vont se rendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller voir le père de Christina qui a survécu à l'incendie, avec qui elle n'avait plus de lien. Puis Samuel va réaliser qu'en fait, Christina, elle a un jeune enfant qu'elle a eu 5 ans plus tôt. Donc, et ben, Christina se réinstalle près de chez lui avec son enfant et reprend l'ensemble de sa vie en main. Mais là, je peux pas vous cacher qu'entre Christina et Samuel, il y a des petites étincelles. Alors, il y a aussi toute cette histoire-là qui est une histoire qui demande beaucoup de confiance, beaucoup d'apprivoisement, beaucoup de lenteur. Alors, c'est pas une histoire qui est, tu sais, ils s'embrassent pas, là, mais on sent qu'il y a cette espèce d'attirance, puis en même temps, ils se questionnent, est-ce que c'est normal, est-ce que je devrais, tout ça. C'est vraiment une très belle histoire. Les deux autres ouvrages de la collection Réconfort de Roxane Jérôme, vous avez Nos chemins contraires, qui met en scène un couple, Lauriane et Mathieu, qui va se séparer dès le début du roman parce qu'ils sont de jeunes adultes et tout à coup, ils se rendent compte qu'ils se l'étaient jamais dit, mais elle tient à avoir des enfants, puis lui, il veut rien savoir. Et il s'en était jamais parlé. Il avait toujours pris pour acquis qu'il voulait la même chose. Et Lauriane, pour elle, c'est impossible de penser que Mathieu, de faire sa vie sans enfant. Alors, elle va le quitter.
Puis elle va partir en Westphalia, ben en caravane, faire un road trip pour essayer de se retrouver puis de retrouver qui elle est vraiment parce que ça fait depuis l'adolescence qu'elle est avec le même garçon. Et elle va partir aux États-Unis puis se rendre jusqu'en Amérique du Sud. Elle va passer d'ailleurs plusieurs mois au Brésil. Il y a plusieurs passages au Brésil, un long séjour. Elle va créer, nouer des nouveaux liens, des nouvelles amitiés. C'est vraiment une histoire de voyage, se retrouver ses repères, ses goûts, ses intérêts. Encore une fois, un magnifique roman. Déjouer l'oubli, c'est deux vieilles voisines dont leurs maris sont décédés et il y en a une qui commence à perdre la mémoire, puis l'autre voisine, c'est des vieilles amies, puis elle décide grosso modo de la kidnapper pour aller faire un road trip en Gaspésie. Donc, elles partent ensemble, mais ils n'ont pas averti la famille de celle qui perd la mémoire qu'elles sont parties en Gaspésie ensemble. Fait que je peux vous imaginer le branle-bas de combat qu'il va y avoir derrière ça. C'est un roman aussi qui est très touchant, très sensible aussi, avec des personnes plus âgées. C'est des romans que vous pouvez assurément mettre dans une bibliothèque scolaire pour les lecteurs les plus vieux de l'école. C'est un roman aussi, c'est des romans que vous pouvez mettre sur votre pile à lire pour les vacances aussi, parce que c'est sûr que vous allez trouver du plaisir puis du réconfort en lisant ces romans-là. Il me reste une quinzaine de minutes et j'ai quelques romans dans les éditions de Mortagne qui sont pas dans des grandes collections. Alors là, j'ai commencé par vous parler des grandes collections. Vous avez vu les boîtes à outils, les sumos, on a parlé du réconfort, on a parlé des tabous. J'avais aussi sous la main la collection Kaléidoscope que je voulais vous montrer. Je ne prendrai pas le temps de vous l'expliquer en entier, mais grosso modo, Kaléidoscope, vous pouvez imaginer que c'est un peu comme tabou, mais axé vraiment sur l'identité de genre puis l'orientation sexuelle. Alors, vous avez une série de romans, il y en a quatre, je pense, dans lesquels les personnes, c'est de Samuel Champagne, dans lesquels les personnages se reviennent. Donc, il y a des clins d'œil aux personnages principaux des autres romans. Et grosso modo, c'est des personnages qui vont découvrir leur identité d'orientation sexuelle ou leur identité de genre. C'est vraiment une belle série. Je dirais, tu sais, si vous connaissez les tabous, on est dans le même style de roman que les tabous. D'ailleurs, Samuel Champagne a écrit plusieurs romans de la collection Tabous. Puis, Marie-Françoise nous dit Samuel Champagne me prend toujours par le cœur. Ben, c'est ça. C'est un auteur qui est très, très convaincant. Alors, maintenant, je vous parle de certaines séries ou romans qui sont hors de ces grandes collections-là, parce qu'il y a effectivement toutes sortes d'autres séries que vous allez pouvoir trouver chez De Mortagne. Je vais commencer avec un roman unique, donc un seul tome, un seul ouvrage, d'Émilie Turgeon. Alors, Émilie Turgeon, c'était notre autrice ici de Une chanson à la fois. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose sur Une chanson à la fois. C'est que, une fois que je vous ai dit là, qu'il a fait la liste des 10 chansons, chaque chapitre a comme titre une chanson et il y a un lien entre la chanson puis les paroles et ce qui se passe dans le chapitre. Donc, il y a comme un écho entre la chanson qui est choisie pour chaque chapitre et ce qui se passe dans le chapitre-là. C'est le genre de roman, encore une fois, qui me fait, je m'endors le soir en me demandant comment qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a choisi les chansons avant d'écrire les chapitres ou elle a choisi les chapitres avant d'écrire les chansons? Puis là, je me questionne pendant une heure avant de m'endormir parce que je me demande bien comment qu'elle a fait ça. C'est donc bien brillant. Alors, voici pour le complément d'information sur Une chanson à la fois. Le silence est d'or d'Émilie Turgeon, donc la même autrice ici qui nous offre un roman unique. Et quand même un bon roman, je vous dirais, une mise en page très traditionnelle, là, donc un bon roman pour adolescents, qui aborde encore une fois un sujet un peu plus rare, qui est la surdité. Alors, on a l'histoire d'une jeune fille. Encore une fois, j'ai vérifié son nom. On va l'appeler, comment ça s'appelle? Noémie. Je pense que c'est Noémie. Je vais l'appeler Noémie pour les besoins de la cause. Aujourd'hui, on va l'appeler Roxane. Alors, c'est Roxane. Noémie, c'est dans un autre livre qui s'en vient, j'imagine. Alors, c'est l'histoire de Roxane ici qui, à l'âge de 8 ans, s'est réveillée un matin. Au lieu de se réveiller dans son lit, elle s'est réveillée, c'était l'hiver, elle s'est réveillée dehors dans la cabane dans l'arbre derrière chez elle et elle était sourde. Et elle ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette nuit-là. On soupçonne qu'elle a été somnambule, qu'elle est sortie pendant la nuit, est allée se coucher dans la cabane dans l'arbre. Chose étrange. L'enregistrement a fait un free game, puis mon micro s'est arrêté tout ça. Vous m'excuserez, c'est les enjeux technologiques. Merci de m'avoir avisé. Alors, ce que je disais, c'est que, donc, à 8 ans, elle se réveille dans la cabane dans l'arbre.
On croit qu'elle a été somnambule et elle apprend que la surdité dont elle est victime, c'est une surdité qu'on appelle psychogène, ce qui veut dire que ses oreilles fonctionnent. Donc, physiquement, il n'y a pas de raison pour lesquelles elle est sourde. C'est son cerveau qui ne traite plus l'information en lien avec je me suis autant enfargée quand vous m'entendiez pas à cette partie-là, puis je m'enfarge encore au même endroit. Là, je me suis dit, cette fois-ci, ça va mieux aller. Donc, son cerveau ne traite plus l'information et c'est pour ça qu'elle n'entend pas. Normalement, quelqu'un qui aurait une surdité comme ça, c'est parce que cette personne-là a vécu un traumatisme et avec la thérapie, la psychothérapie, devrait arriver à retrouver l'audition. Mais elle est rendue à 16 ans et elle n'a toujours pas retrouvé l'audition et elle n'a toujours pas de souvenir de ce qui s'est passé pendant cette nuit-là. Et donc, Roxane va dans une école spécialisée, a appris la langue des signes, sa famille a appris la langue des signes, etc. Et un jour, elle va dans un party, puis il y a un garçon qui rentre, qui était son ami quand elle avait 8 ans. Et quand il est dans la même pièce qu'elle, elle entend. Et c'est la première fois depuis 8 ans qu'elle entend. Et là, ben, au début, on se dit que non, c'est de la magie, là, ce gars-là, est-ce qu'il est magique? Mais non, c'est vraiment, en fait, une passe-passe de son cerveau. Et ils vont ensemble essayer. Au début, elle le dit pas. Elle le dit à personne. Elle lui dit pas à lui qu'elle est sourde. Et elle ne dit pas à ses proches qu'elle entend quand il est avec elle. Mais à un moment donné, elle peut plus garder ça pour elle. Et ils vont essayer de comprendre ensemble ce qui est arrivé. Puis il va l'encourager et même l'accompagner dans des rencontres en psychothérapie pour essayer de se souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et effectivement, on va découvrir qu'elle a subi un traumatisme cette nuit-là qui a fait en sorte qu'elle n'a plus été capable d'entendre. Et de fil en aiguille, ben, elle va dénouer le nœud de ce traumatisme-là et retrouver l'audition. Alors, c'est vraiment, moi, c'est un roman que j'ai lu en vacances, là. Alors, tu sais, on lit énormément pour le travail dans mon métier. Il y a des romans qu'on se garde sur la pile de vacances parce qu'on sait qu'on va avoir du plaisir puis qu'on va être capable de décrocher en lisant. C'est vraiment un roman que j'ai pu lire dans ce contexte-là. Et je pense qu'il y a plusieurs adolescentes et adolescents qui vont apprécier ce genre de livre. Puis lui aussi, je le trouve beau. Il m'attirait physiquement à ce livre-là. Oh mon Dieu, que le temps file. Je vais vous présenter rapidement à l'écran, trois séries qui sont dans un autre style. Alors, on va se retrouver soit dans la dystopie, la science-fiction ou l'horreur, avec trois séries qui sont vraiment intéressantes. Il y en a deux de Magali Laurent. Alors, vous avez Le pouvoir des ombres et Demi-vie. Les deux sont écrits par Magali Laurent. Euh, Pouvoir des ombres, c'est le premier tome. Je crois qu'il y en a trois. Et vous allez retrouver l'histoire, j'ai noté son nom, je peux vous le dire, de Rosalie, qui a 17 ans. Et Rosalie, euh, quand elle est chez elle, ça se passe assez bien, mais dès qu'elle sort de son appartement, dans l'immeuble où elle vit, elle est prise, attaquée par des esprits. C'est un peu gore et visqueux comme roman. Là, il y a des scènes qui sont des scènes là, d'horreur quand même assez relevées. Et donc, un jour, sa mère part en voyage, puis Rosalie doit, comme, elle a 17 ans, là, tu sais, fait qu'elle doit aller un petit peu à l'épicerie, là, se chercher à manger, tout ça. Les gens pensent qu'elle a une phobie sociale, mais en fait, elle se sent vraiment prise par des entités quand elle sort de chez elle. À un moment donné, elle sort de chez elle, et devant chez elle, il y a une petite madame habillée tout en jaune qui s'appelle Denise et qui lui dit, avec une valise, Avez-vous vu mon Jacques? Et cette femme a l'air un peu perdue. Rosalie va l'accueillir chez elle. Elle n'arrive pas à retrouver la famille de cette femme-là. Elle va faire des démarches pour essayer de la retrouver. De fil en aiguille, elle va rencontrer une de ses voisines dans son bloc appartement et un de ses voisins avec qui ils vont finir par réaliser qu'en fait, il y a vraiment des entités dans leur bloc appartement. Il y a vraiment des ombres qui essaient de leur parler. Sauf que ces ombres-là, elles ne sont pas nécessairement mal intentionnées. Ces ombres-là veulent les aider. Elles sont très effrayantes, mais elles veulent les aider. Et la voisine en question, avec qui Rosalie, Denise et Axel vont travailler, raconte que sa fille, à elle, est disparue quelques années plus tôt et les ombres vont essayer de les aider à résoudre cette enquête-là pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à la fille en question. Donc, il y a tout un enjeu d'enquête, là, un peu de recherche pour être capable de découvrir ce qui est arrivé à la jeune fille disparue. Et c'est ésotérique, paranormal, donc les réponses vont venir par le biais des spectres.
Tout ça dans un environnement, je vous le répète, là, un peu visqueux. Alors, un peu des scènes des scènes de fantômes, d'horreur, de tout ce que vous pouvez imaginer de visqueux. Alors, voici pour Le poids des ombres. J'y vais un peu plus vite parce que le temps file vraiment rapidement. Le deuxième roman de Magali Laurent s'appelle Demi-vie. Ben, le deuxième que je vous présente parce qu'elle en a écrit plusieurs. C'est une série aussi en 3 tomes. Demi-vie, pourquoi? Parce qu'on est dans une dystopie. Alors, ça se passe dans un moment qui serait futuriste, alors qu'il y a eu l'épuisement des ressources sur la Terre qui a entraîné des guerres et une espèce d'effondrement des frontières et des pays. Et de fil en aiguille, donc, on habite dans un nouvel environnement où il y a des jardins. Et pour pouvoir habiter dans les jardins, qui est un milieu protégé dans lequel là, on va être à l'abri des conflits internationaux, euh, les jardins de la nouvelle cité mondiale, pour pouvoir habiter là, il faut accepter une chose, c'est de vivre une demi-vie. Alors, un mois, on vit, un mois, on dort et on échange notre environnement avec quelqu'un d'autre. Et ça permet d'avoir assez de ressources pour nourrir et s'occuper de tout le monde. Donc, imaginez-vous, un mois, vous êtes assise à votre bureau, à votre job, là, puis le mois prochain, ben, vous êtes comme dans votre capsule. C'est un peu comme dans le Romano Fafard, là, quand il y a là en régénérescence, là, les personnages dans une galaxie près de chez vous. Pendant un mois, vous êtes dans une petite capsule et il y a quelqu'un qui vient prendre votre appartement, votre job, votre vie, puis après, ben, vous échangez comme ça. Et donc, Isia, qui est le personnage principal, se réveille de son mois de sommeil et elle a eu ses 16 ans pendant ce mois-là. Et puisqu'elle a 16 ans, elle est devenue une citoyenne une citoyenne à part entière. Et parce qu'elle est devenue une citoyenne à part entière, elle doit quitter sa famille et aller travailler dans la cité. Elle a comme enfin le privilège d'aller travailler dans le grand jardin. Et aussi, à 16 ans, on se fait implanter dans la main une puce qui permet d'avoir accès à un clair écran, qui est une espèce d'hologramme là, d'écran. C'est une métaphore du cellulaire entre vous et moi, là. Donc, il y a une puce qui est implantée avec un clair écran et des implants dans les oreilles pour entendre ce qui se passe là-dedans. Et Isia, elle a un tempérament plus artistique. Elle n'est pas très attirée par l'écran, mais elle va réaliser que ses proches qui utilisent sans cesse le clair-écran sont un peu comme zombifiés là, par le clair-écran. Donc, sont très, très axés sur cet écran-là. Et elle va réaliser qu'en fait, là, l'environnement dans lequel ils vivent, c'est un environnement qui est nocif, puis elle va vouloir s'en sortir. Alors, il va y avoir une espèce de révolution qui va s'organiser pour réussir à essayer de sortir des jardins. Donc, on est vraiment dans un roman une quête d'émancipation, aussi une quête pour fuir la menace qui vient vraiment ça s'appelle Perfecto, là, l'espèce de gouvernement qui gère tout ça. Donc, une quête pour fuir la menace, fuir l'asservissement aussi, et d'une certaine façon, une façon pour l'autrice de parler des nouvelles technologies aussi qui peuvent nous rendre tellement focusés sur une seule et même, un seul et même écran. Donc, fuir cette espèce de zombification par l'écran. Alors, c'est une série, vraiment, on est dans le roman dystopique, on est dans le roman de science-fiction aussi. Donc, si vous avez des lecteurs qui sont intéressés par ce genre de livre-là, ils vont être vraiment, vraiment très bien servis. Puis là, j'avais dit qu'on allait finir à 45, mais je vous présente un dernier livre parce que c'est une autrice que j'aime tellement, puis je trouve que ça vaut la peine d'en parler. C'est un roman aussi avec une saveur écolo, donc c'est vraiment important, je pense, d'en discuter. C'est un roman de Diana Bellis. Si vous êtes déjà tombé sur des livres de Diana Bellis, que ce soit dans la collection Tabou ou dans d'autres maisons d'édition, vous avez sans doute été charmé par sa plume. Elle est aussi super intéressante en animation avec les jeunes. Ce roman, c'est aussi le premier d'une série. Il y en a deux qui sont parus. Ça s'appelle Militant, Soulèvement. Alors, c'est le tome 1 ici. Et là, tenez-vous bien, je vous amène dans un... Ah, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le tout début. Tout début du roman, la première page. Vous allez voir, chapitre 1. C'est intriguant. C'est con. C'est un garçon qui parle. Je me suis imaginé ma mort des milliers de fois au moins. Vu mon état de santé, c'est normal. Malgré tout, j'aurais jamais cru que j'exhalerais mon dernier souffle sur un sentier de promenade du Mont-Royal. Et pourtant, me voilà dans la pire des situations. Une petite boule, lisse et chromée, pas plus grosse que les billes de mes jeux d'enfant, vient de se jeter sur moi en sauvage. Elle tourne à la vitesse grand V contre la peau de mon bras gauche. Rapidement, des gouttes de sang perlent.
Merde, elle est en train de se frayer un passage en moi. Ah! Ma respiration part en vrille, je rejette la tête vers l'arrière, saisie par la vive douleur qui s'empare de moi. L'eau tiède de la flaque dans laquelle je suis tombée imbibe mes vêtements. Cet inconfort n'est en rien comparable à ce que je suis en train d'observer. La chose ouvre mon tissu cutané jusqu'à se glisser dessous. J'agrandis les yeux d'effroi alors qu'elle s'avance à un rythme inégal sous ma chair. De temps à autre, elle se bute à un obstacle dont elle se débarrasse bien trop facilement. Elle déchiquette mes muscles, perce mes veines. Je ressens ses mouvements avec une précision chirurgicale. Je capote. Les secondes s'égrènent et je me tords de douleur. La minuscule sphère se fait de plus en plus insistante. J'ignore ce que c'est et sérieux, je m'en moque. Je n'ai qu'une idée en tête, l'extirper de là. Alors, ça commence comme ça. Il fait son jogging et il y a une affaire qui lui rentre à l'intérieur du bras. Si vous avez déjà vu Terminator ou Total Recall dans les films de science-fiction, là, il y a un côté un peu qui va pouvoir s'apparenter à ce genre de film-là. Entre autres, tu sais, la scène de la boule qui sort du nez. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, ça m'a tellement marqué quand j'étais enfant. Alors, Arnold Schwarzenegger qui s'enlève une boule dans le nez. En tout cas, petit clin d'œil de science-fiction ici. Et donc, on va suivre l'histoire d'un garçon qui, encore une fois, les noms et moi, celui qui était en train de narrer, je me suis noté ça, évidemment, quelque part. Matisse. Alors, on suit le personnage de Matisse, donc qui a une maladie incurable pour laquelle il y a un nouveau traitement qui devrait vraiment améliorer sa condition physique. Et il apprend que ce nouveau traitement-là ne fonctionne pas sur lui. Donc, vous comprenez que Matisse est dans un moment de sa vie où il sait là, qu'il est condamné. On est en 2042 et à Montréal, comme partout sur la Terre, donc l'équilibre climatique est vraiment là sur le point de rompre. Il y a vraiment un enjeu très, très grave au niveau climatique. Puis il y a une bande d'adolescents, dont Mathis fait partie, qui a lancé un groupe qui s'appelle Philios Terra, qui va militer pour préserver l'environnement. En parallèle de ça, il y a le groupe de Paul Montes, qui lui veut aller explorer le Grand Nord pour épuiser des ressources, évidemment avec des méthodes pas très positives là, pour le Grand Nord. Donc, Philios Terra va se battre contre les méga-entreprises de Paul Montes qui veulent exploiter le Grand Nord. Si vous vous rappelez du plan Nord de Jean Charest en 2012, là, on est dans une espèce d'environnement d'exploitation qui fait une allusion à ce qui avait été prévu par le plan Nord. Et donc, Mathis va être prêt à tout parce qu'il se sait condamné, il va être prêt à tout pour défendre ses convictions environnementales. Et là, rappelez-vous qu'au début du roman, il y a une espèce de bizarre de boule qui lui rentrait à l'intérieur du bras. Et cette bizarre de boule-là, c'est en fait un peuple, une communauté qui s'appelle Toké, qui habite dans la petite boule et qui a élu domicile à l'intérieur du bras de Matisse et qui, en échange de pouvoir vivre à l'intérieur de lui redonne toute sa santé et lui donne énormément de pouvoir et de puissance, en fait. Et donc, Matisse devient très fort. Évidemment, pour lui, il veut bien que Toki vive en lui parce qu'il est condamné de toute façon. Alors, ça lui donne la chance de survivre. Sauf que Paul Montes va finir par apprendre que Toké habite à l'intérieur de Matisse. Et ben, quand il y a quelque chose qui peut nous rendre forts et puissants, comme ça, qu'est-ce que vous pensez que Paul Montes va vouloir faire? Parce qu'en plus, Matisse l'embête avec Philiostera. Ben, Paul Montes va vouloir mettre la main sur Toké. Alors, je vous laisse imaginer là, tous les rebondissements qui peuvent avoir lieu dans ce roman-là. On est dans un roman d'action, d'aventure, écolo. Vraiment un roman très intéressant, très contemporain, qui va pouvoir aussi ravir les amateurs de science-fiction et les amateurs de romans trépidants. J'espère que cette présentation, vous m'excuserez, j'ai dépassé de quelques minutes. J'espère que cette présentation vous a permis de découvrir ou de redécouvrir des livres que vous pouvez trouver aux éditions de Mortagne. Je vous invite vraiment à revisiter les différentes collections que vous connaissez déjà, mais aussi à aller découvrir les nouvelles collections que vous ne connaissez pas encore.
Vous avez la bibliographie. Cette bibliographie-là, elle est complémentaire. Il y a plein d'autres livres que j'ai pas eu le temps de présenter aujourd'hui que vous allez pouvoir trouver. Sur la bibliographie, quand vous cliquez sur le titre d'un livre, vous arrivez sur la fiche du livre sur leslibraires.ca, donc ça vous donne plus d'informations sur chacun des livres. Alors, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite surtout de très bonnes lectures.